Amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le petit écran. Nous recevons pour vous ce soir, dans notre émission Les anciennes gloires du sport guinéen, toutes disciplines confondues, M. Djibril Kourma, ancien international de volleyball. Mais avant, qui est Djibril Kourma? Téléspectateurs, pour votre information, notre invité de ce soir n'aura pas la chance de voir cette émission. Écouter sa propre voix le jour de la diffusion, oui. Simplement, notre Djibi a perdu la vue il y a de cela 3 ans. Vous comprendrez combien c'est très dur pour moi d'être en face de mon compagnon du plancher qui n'aura plus la chance peut-être de me voir juste pour lui de répondre à mes questions. Bonsoir Djibi. Bonsoir. Mon cher Djibi, comment est-ce que vous êtes venu au volleyball? J'ai accédé au volleyball depuis 1966, mais bien avant ça, mon frère Espado, il m'en avait appris les premiers éléments lorsque j'étais à Kisdou, au collège à Kisdou. Ensuite, je me suis retrouvé au lycée où j'ai continué à faire mon sport favori, à pratiquer mon sport favori, qui est le volleyball. Juste en 1969, on avait à ce moment un entraîneur, un russe appelé Vladimir, qui m'appelait Kisdou 2. Et j'avais un ami, un très sincère ami aussi, un coéquipier du nom de Daman qui était considéré comme Kisdou 1 pour le voyage du Bénin. Ce fut ensuite d'autres voyages. Ce fut ensuite d'autres voyages. Mais votre sélection, vous savez, en matière de sport, la première sélection compte très bien. Et par rapport à cette première sélection, le premier match que vous avez joué, comment est-ce que ça s'est passé? En matière de sélection, c'était en 1970, lors des éliminatoires en zone 2. Ce fut très amer pour moi parce que ma première rencontre fut ma première défaite. C'était contre l'équipe du Sénégal. Je ne l'oublierai jamais. Je garderai toujours ça dans ma mémoire. Ce fut très dur pour moi. Très dur. Cela n'a rien entaché. Bien au contraire, cela a galvanisé toute l'énergie que j'avais en moi. Ce fut, après 1 mois ou 2 mois, le voyage de Sofia pour la Coupe du Monde. Et ça, c'était la première fois qu'une sélection nationale guinéenne représentait le pays pour aller en Coupe du Monde. Ah oui, ah oui, ah oui. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce qu'il fallait jouer beaucoup de matchs pour être sélectionné, pour avoir la chance de représenter le pays à Sofia. Et à mon propre niveau. À mon propre niveau, ce fut très dur parce qu'à cette époque-là, les anciens qui étaient dans l'équipe nationale ne voulaient pas de nouveaux et surtout d'élèves. Mais heureusement que j'avais un entraîneur qui venait de sortir, qui était d'ailleurs à l'Institut Polytechnique, Simadou, qui est décédé, qui m'a encouragé avec Bouzik, notre fameux entraîneur Bouzik. Alors je me suis battu corps et âme et je me suis retrouvé dans la sélection nationale. Et je vais vous dire que 18 joueurs étaient censés être à l'internat. Mais je ne faisais même pas partie des 18 joueurs. J'étais le 19e joueur. 1 mois après, je me suis retrouvé parmi les 12 joueurs. 1 mois après. Et je fus placé jusqu'à ma place de sortie au numéro 4. Ça veut dire que vous étiez parmi les 6 premiers sortants. J'étais les 6 premiers entrants, oui. Vous êtes parti à Sofia. Un peu l'atmosphère de la Coupe du Monde de Sofia. Arrivé à Sofia, nous étions placés dans... Nous devrions accepter l'inacceptable. Parce que 2 équipes africaines représentaient toute l'Afrique, la Tunisie et la Guinée. Malheureusement, nous sommes tombés dans la poule la plus difficile, la poule de la mort, où il y avait Cuba, où il y avait DDR, où il y avait la Russie, où il y avait la Mongolie.
Voilà, cette poule était la poule la plus difficile. Mais notre conviction était de battre au moins une seule équipe. Et comme la plus petite équipe s'avérait la Tunisie, on s'est battu corps et âme et on a battu la Tunisie. Ce fut une joie, ce fut toute une fête. Aussi bien en Guinée qu'à notre propre niveau. Une fête? Une fête, oui. Une fête parce que à cette époque, la Tunisie était considérée comme la meilleure équipe de l'Afrique. Monsieur Adjibi, je pense qu'à partir de ce match, vous avez préféré prendre le nom Arnold Schulz comme petit nom. Ah oui, oui. Arnold Schulz, il m'a beaucoup admiré parce que il disait que dans tout le monde entier, je jouais comme lui. J'avais des retourneurs de bras, de poignets comme lui. Bon, j'étais plus ou moins efféminé comme lui. Alors il m'a pris pour un grand ami à lui. Et comme il était le meilleur joueur, le meilleur voleur du monde entier, j'ai pris son nom. Donc c'est à partir du moment où on a commencé à m'appeler Arnold Schulz. Amis téléspectateurs, nous allons momentanément quitter notre invité pour la rubrique Réaction. Nkouruma a été un coéquipier. D'abord, je remonte jusqu'à Kissidougou, vers les années 63. Il ne jouait pas. En ce moment, c'est moi qui jouais dans l'équipe de Kissidougou avec ses deux grands frères, Espado et Serro. J'étais leur passeur. Ensuite, nous nous sommes retrouvés en 66 à Conakry. Et nous avons joué en équipe nationale. Comme nous deux, nous venons de Kissidougou, alors l'entraîneur russe Victor m'appelait Kissidougou 1 et Djibril Kissidougou 2. C'était vraiment une ambiance bon enfant. Et il nous a vus jeunes, avec une bonne détente, et nous a préparés comme attaquants. Alors nous étions les grands attaquants, les petits grands attaquants, si je puisse m'exprimer ainsi. Parce qu'il y avait des gens comme Camino, le capitaine de l'équipe, qui attaquait bien. Il y avait Om Kaouchou Mara et il y avait bien nourri Mamadi Kaba. Et il y avait également Brahim Kourouma et Sankon. Ça, c'était des grands attaquants. Bon, comme passeur, on avait Thomas et Babadi. C'était très bien. Donc, nous sommes devenus des attaquants. Nous étions les jeunes grands attaquants de l'équipe. On a évolué ainsi et je faisais chemin régulièrement avec Djibi. Lui, il était au lycée technique et moi, je faisais le lycée classique. Comme on était Kissidougou 1, Kissidougou 2, donc chaque fois qu'on voyageait, on était dans la même chambre jusqu'au voyage de 70 à la Coupe du Monde, à Sofia. Et là, vraiment, on était au top parce qu'on a fait un séjour en Allemagne de l'Est et puis on a continué. Mais j'avoue que nous étions les deux poisons de l'entraîneur Bozik Kerfala, qui a tout donné aussi pour le volleyball. Et on essayait toujours de le dribbler. Et comme il avait une discipline militaire, il nous l'imposait. Bon, on ne comprenait pas, on disait qu'il était contre nous, mais c'est bien après qu'on a compris qu'il était pour notre bonheur. Bref, au cours du match Guinée-Tunisie en 70, l'anecdote, Djibril est monté parce qu'il attaquait très bien. Il est monté. L'entraîneur était tellement enthousiasmé, il a touché la table de signalement. Puis l'arbitre a sifflé. Il a arrêté le match, mais le point n'a pas été accordé. Alors Camino est venu me dire, pardon, vous jouez trop bien. Ça c'est Bozik. Ça c'est Maître Bozik. Alors on était aussi avec quelqu'un comme Tamola. On l'appelait Khalek Bissing. Alors c'était le stratagème de l'équipe. Vraiment, ce que je retiens surtout de Djibril, c'était un garçon qui ne parlait pas beaucoup, mais qui jouait très bien. Il jouait très bien, il attaquait très bien. Paresseux au cours des entraînements. Très paresseux, on ne transpirait même pas, lui et moi.
Alors on disait toujours, voilà les deux paresseux. Mais quand Djibril n'a pas peur au cours d'un match, il fait tous les points. Ah oui. En complicité avec Thomas. C'est Thomas qui était son passeur. Thomas le dirigeait, mais quand Thomas lui-même avait peur, ben, évidemment, Djibril aussi, il suivait. Moi, je demanderais à l'État, aux responsables guinéens, surtout de la jeunesse, de faire à l'instar des autres pays, prendre ces gens-là en charge, les anciennes gloires. Leur donner une somme modique qui puisse leur permettre, ne serait-ce que de payer certains frais de pharmacie. Et si c'est comme le cas de Djibril, les prendre même en charge. L'État guinéen n'est pas pauvre. Il est capable de faire ça, le prendre et le soigner. Moi, je crois encore qu'on peut récupérer les yeux de Djibril. C'est la doléance que je demanderai à nos responsables de tout faire pour le prendre en charge. Voilà ce que je peux dire de Djibi. Djibril Kourouma était l'attaquant de pointe. Il était un attaquant de pointe, ça c'est vrai. Mais quelque part, dans les préparations, il était partisan du moindre effort comme moi. Mais c'est dans les matchs qu'on donnait beaucoup, ce qui était beaucoup étonnant. Ce garçon, quand même, faisait des attaques de pic. Quand il attaquait, c'était puissant, très puissant. Vraiment, il y a ce grand souvenir de ce Djibril Kourouma. Et quand je parle un peu de Djibril Kourouma, je cherchais toujours à mélanger les pédales pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse mieux faire encore, parce que et chaque fois que je voyais un Douno attaquer, ou je voyais un Surkouf attaquer, je le poussais à faire mieux. Je dis, mais Djibril, tu vois ce qui se passe, hein? Les gars, ils veulent te rivaliser. Et là, maintenant, c'est autre chose. Et jusqu'à ce que nous sommes parvenus à aller à une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, le président défunt nous avait demandé quelque chose. C'était de faire, même si c'est une seule victoire, quand même que la Guinée parle de nous. Et il fallait battre la Tunisie pour faire une victoire parce qu'on a promis au chef de l'État qu'on allait faire monter le drapeau guinéen. Et nous l'avons fait. Et Djibi, j'ai ce garçon en souvenir parce qu'aujourd'hui il est malade. Il est beaucoup malade. Et ça c'est vrai, c'est vrai. Je le rends visite de temps en temps. Mais vraiment il est beaucoup malade. Ce garçon, il a été un grand voleur, un voleur de haut niveau. Parce que la capacité cardiaque, on la travaillait jusqu'à 180 battements de cœur minute. C'était le top. Il a fait cela. Et il a été un grand patriote. Après cette Coupe du Monde, vous pouvez nous parler des rencontres qui vous ont vraiment marqué? Ah, vous dites bien après la Coupe du Monde, parce que voilà, j'allais considérer toute ma carrière. Bon, là, il y a eu trois choses qui m'ont vraiment frappé. Ma première rencontre, c'était contre l'équipe du Sénégal. Ça m'a marqué. Ma deuxième victoire était, le deuxième fête était contre la Tunisie à Sofia. Pas à Sofia, mais à Kidjali. La troisième rencontre était pour les éliminatoires des Jeux africains. Où on a été à Bamako, on s'est rendu à Bamako. Mais bien une semaine avant, 10 jours avant, on s'était rencontré à Lagos avec presque les mêmes équipes. Où on a été battu par le Sénégal. Je dis bien 10 jours après, on s'est retrouvé à Bamako. Et justement, on a accumulé 2-7. 2-7, on était à 0. Mais avec l'énergie qui nous a galvanisés, grâce à notre cher entraîneur Surba Kamara. Exact, Surba Kamara, notre frère entraîneur Surba Kamara. Voilà, exactement. Bon, on a réussi à remonter 2-2. On a gagné la belle par 3-2. Mais ce qui m'a surtout surpris, j'avais un coéquipier. Un coéquipier qui devait être mon remplaçant quant aux passes courtes. Les passes courtes après moi, c'était lui. Et c'est lui qui a marqué justement. Il s'appelle Watt. C'est lui-même qui a marqué le 15e point de ce jour-là. Ah mon vieux, quelle fête pour nous. Quelle revanche pour moi. Je ne dirais pas pour toute l'équipe,
Parce que dans cette équipe-là, cette équipe qui a gagné là, je crois qu'il y avait seulement 2 éléments là-dedans. Il y avait le passeur et moi-même. Cette équipe du Sénégal qui nous avait battus en 70. En 70. Nous, dans notre équipe, il n'y avait que 2 éléments. Il y avait Thomas, il y avait moi-même. J'étais aussi content que lui. C'était la fête, comme je l'ai dit. Parce que c'est une revanche de 70. C'est une revanche. Après 7 ans. Attention, aussi bien j'ai l'âme dure, aussi j'ai la vengeance dure. Tenace, c'est terrible. Je suis très content. Vous avez été très content. Le fait que cette fois-ci, vous aussi, vous avez gagné contre le Sénégal. Et peut-être que l'équipe était renforcée par nous qui sommes venus après vous. Vous n'avez pas parlé de Bozik. Bozik, c'est une sorte de gibecière pour moi. Bozik pour moi. Alors c'est le moment pour moi de me venger. Parce que Bozik a tellement dit sur moi, au moment où il m'a tenu, que je suis en droit aussi de me moquer de lui. Bien sûr. Il me racontait un tas de choses. Bon, les autres aussi, ils racontaient un tas de choses, mais on se comprenait bien, on disait beaucoup. Dites-nous un peu quelque chose, Bozik, ce qu'il vous disait parfois. Ah non, les entraînants, tu sais, Bozik est très plaisantin, et surtout avec les filles. Quand il entraînait, il disait Iao, 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 Iao. Tout le temps, quand moi j'avais le ballon, non, il lui fallait trouver une petite chose quand même à me reprocher. Si bien que je me suis rectifié et je suis revenu comme ça. Et voilà ce qu'il me disait. Mais il aimait souvent dire aussi, espèce de mari à ma grand-mère. Oui, mari à ma grand-mère. Oui. Justement pour diminuer, pour répéter les gens. Alors qu'il était court par rapport à moi, mon vieux. Vous savez, au volleyball, il faut être un grand pour le faire. Hein. Oui. Un tout petit, il n'a pas tellement de chance. Même les passeurs, Thomas, là, ils n'ont pas beaucoup de chance. Hein. On les apprécie seulement. Parce qu'ils ont duré là-dedans et tout. Les Thomas, là, oui. Des fainéants. Mais en fait, tu parles de moi, tu dis que je suis fainéant. Effectivement, j'étais fainéant. Mais Thomas était plus fainéant que moi. Ouais, on formait un groupe à 3, Duno, Thomas et moi. On ne se réchauffait presque pas. Duno, lui, disait que lui, la sueur ne coule pas sur lui. Il disait ça. Et moi aussi, le grand paresseux, je disais, ah oui, c'est vrai, laissons les moutons là. Thomas venait, il me disait, laisse tomber les gens là. On va se faire voir au cours du jour. Voilà, c'est cela. On se disait ça, on se communiquait ainsi. C'était très beau, vraiment. Ça nous faisait beaucoup rire, mais on y tenait quand même. Vous tenez quand même, parce que je me rappelle que chaque fois, comme vous le dites, chaque fois qu'on dit réchauffez-vous, au moment où nous on partait pour faire le grand tour du terrain, toi tu étais là en train de zigoter. Parce que ce n'était pas ton problème. Ah non, mais moi, écoutez bien Elage, oui. Mais moi, techniquement, j'étais supérieur à vous. Même l'entraîneur, le disait. Il disait, attention, ne vous comparez pas à Gibi. Gibi, c'est un homme. Bon, il y avait dans l'équipe nationale, Elage Ouad, il y avait dans l'équipe nationale un seul qui pouvait m'égaler ou me dépasser même en technique, c'était Duno Yedaman, avec lequel je faisais la ligne. Lui, il était rompu de technique. Parce que d'ailleurs, ses frappes n'allaient pas. Ses frappes n'étaient pas si puissantes que mes frappes. Mais il était si malin, si intelligent qu'il passait les ballons et il marquait beaucoup plus de points que moi. Oui, mais par rapport à vous autres, malheureusement, lui, il est parti. Mais vous, par rapport à moi, attention, je vous bouffais. Hein. Non, donc mes entraînements n'étaient pas si intenses. Parce que, sachant que au retour, je vais encore briller. Donc pourquoi me fatiguer? Et Thomas aussi à mes côtés. Mon cher Gibi, nous allons nous retrouver au stade pour voir un peu la jeune génération de volleyball.
Aujourd'hui, c'est la troisième journée du championnat national. Ici, je vous rappelle l'athlète qui a participé à Tunisie. Allez, allez. Esprit. Allez, cadeau. On se prépare. On se prépare. Après ces souvenirs, Monsieur Djiby, est-ce que vous pouvez me parler un peu d'anecdotes avec vos coéquipiers, vos amis du terrain, parce qu'il y en a eu suffisamment? Des souvenirs, j'en ai plein de souvenirs. Parce que je vois bien, voilà pour la petite anecdote. Nous nous sommes rendus une fois à Boké pour la Coupe PDG. On a voyagé, Thomas et moi, on s'est retrouvés à Boké là-bas, où on a joué. Alors j'étais fatigué, parce que je ne m'entraînais pas beaucoup avant le match. J'étais fatigué. Je tombe, Thomas vient, il me voit, il dit, Issa, il faut te laisser, il faut te reposer un peu. Il va écrire un peu, ensuite il revient, il dit, il va la faire ça, ainsi de suite, justement où je me suis relevé. Et quand je me suis relevé, les attaques que j'ai eu à faire, c'était des attaques tonnerres. Ah oui, à ce moment, il y avait le ministre Kabassan, qui m'a beaucoup admiré ce jour-là. Ah oui, on était là-bas avec les Raymond, avec les basketteuses, les Anne-Marie et autres là-bas, tout le monde était là-bas. Ce fut aussi mon moment de gloire. C'était un moment de gloire pour moi. Ah oui, un moment de gloire pour moi. Un moment de gloire. Oui, un moment de gloire pour moi. Ça, inoubliable. Je n'oublierai jamais la rencontre, le tournoi de Boké. Jamais. Je me rappelle bien les phrases que me disait l'entraîneur de Bozi. Il me disait à tout moment, Kissien, buveur de bandit, mangeur de chien. À tout moment, il me prenait dans sa voiture pour retourner ici à Conakry. Car je n'étais qu'un simple étudiant. Voilà. Il le faisait pour l'avenir. Lui qui a aimé tant le volleyball. Il m'a vraiment aimé. Bon, après, il y avait le couplant, il y avait Thomas le passeur. Il y avait Thomas le passeur qui est venu avec la phrase là. C'est pas la vie, c'est pas la vie. Je me mettais à raconter ça avec les rookies. Ça me faisait rire un bon coup. Il y avait les bimbo, feu bimbo, qui me faisaient rire aux larmes. Nous étions. On était à tout moment contents. C'était la grande famille. C'était la grande famille. C'était la grande famille. On se fréquentait. On faisait presque tout ensemble. On célébrait les mariages ensemble, les baptêmes ensemble, tout. Oh, c'était beau à cette époque. Comment est-ce que cette maladie est arrivée et jusqu'à perdre les yeux? Cette maladie est arrivée, je crois que c'était en 1900. Bon, tout au moins, ma première opération fut faite à Lunsa, en Sierra Leone. C'était en 1989. En 1989. Mais déjà, les prémices se faisaient voir. Mais, faute de bons docteurs, je me suis retrouvé un peu plus en difficulté. Alors, je me rendis à Lunsa, où on a opéré un œil qui n'a plus vu. Alors, par après, je me suis, étant au ministère de la Pêche, j'ai essayé de me faire soigner. Mais j'avais tout le temps affaire, ironie du sort, j'avais tout le temps affaire à des docteurs qui ne voyaient pas la maladie. Et cette maladie s'aggravait jusqu'au moment où c'était presque l'irréparable. Je faisais un cas de glaucome.
Voilà, c'est le cas là dans lequel je suis actuellement. Mais bon, je ne sais pas. Vous avez parlé de quoi, de SOS. Mais je m'en remets à la volonté divine. Je ne m'en remets pas aux responsables guinéens, tout au moins aux fédérations guinéennes, qui laissent choisir les joueurs et qui, après leur mort, leur décès, ils envoient des millions. Pourquoi des millions. Tout cela pour se faire voir. Il faut pas le faire au moment où il est chaud, au moment où il est rouge. Mais on attend que le fer soit noir pour qu'on s'occupe de ce fer. On peut redresser un fer noir. On ne peut pas le faire. Je suis très content que vous me donniez, Elhadj, cette parole pour que je fustige justement tous ceux qui viendront après moi dire c'est ceci et c'est cela. Ce ne sera que du faux. Ça, c'est ça, à l'adresse justement des responsables qui voudraient se montrer très actifs, mais bien après les choses. Effectivement, je le dis, quand je le dis, ça c'est une demi-affirmation. Je le dis en ne tenant pas compte justement de ceux qui se déplacent et qui viennent me voir. Parce que bon, un Elhadj Wade, un Surcouf, un Alpha, un Thomas, ils viennent me voir de temps à autre. Et ça me fait un immense plaisir. Je suis très content de tout ça. Mais quand je vois un Surcouf très assidu ici, je ne voudrais pas parler du financement. Le financement y est, bien sûr. Le financement y est. Les Thomas à titre moral, les Elhadj Wade, le financement il y a. Les Alpha, financement il y a. Donc je me dis, grâce à Dieu, voilà, je ne suis pas lâché par tout le monde. Vous n'avez pas parlé de Bozik. Bozik, c'est une sorte de gibecière pour moi. Bozik pour moi. Il disait, aujourd'hui je suis un militaire, demain tu seras un patron. C'est toi qui vas me donner de l'argent. Mais attention, il parlait ainsi sans tenir compte de la volonté de Dieu, de ce que Dieu voulait. Voilà, mes téléspectateurs, ainsi va la vie. Le destin est inévitable. On lance un SOS. Malgré qu'il a dit, on reprend SOS. Le moment est là. N'attendons pas après. Le SOS est pour tout le monde. Les bonnes volontés. Essayez de penser à ces anciennes gloires. Le département de la jeunesse, le gouvernement. Essayez de penser à ces grandes gloires qui ont mouillé les maillots pour ce pays, qui ont défendu les couleurs nationales. Le dernier mot, M. Djiby. Merci bien. Cette adresse est faite justement aux jeunes qui évoluent maintenant. Mais ils ont tellement de chance, ceux-là. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Mais ils doivent le reconnaître. Nous jouions. Par exemple, mon premier voyage effectué en 1970 à Dakar. Vous savez combien on a eu? 600 francs CFA, 600 francs. 600 francs. Pour combien de jours? Pour 11 jours. 600 francs CFA. Duno, mon ami Duno peut en témoigner. Je n'ai pu acheter qu'une seule chemise avec. Une petite chemise que j'ai fait coudre ici. Alors que eux, presque par rapport à nous, eux, ils nagent dans l'argent. Voilà, c'est cela. Donc, j'appelle les enfants justement à aimer le volleyball et à se mettre à la disposition du volleyball. Ce n'est pas le volleyball qui va se mettre à leur disposition. Je suis tellement choqué, je ne comprends pas quand je vois le volleyball qui était au firmament du sport africain. Et que je vois ce volleyball aujourd'hui à plat. Je ne comprends vraiment rien. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas d'équipe. Nous n'avons pas d'équipe de volleyball. Depuis combien d'années? Actuellement, je plains beaucoup cette situation. Malheureusement, je ne peux rien faire. Souhaitons que ça change un jour. Amis téléspectateurs, amis sportifs, nous étions avec Djibril Kourouma, communément appelé